Bonjour à toutes et à tous, disais-je, et puis merci de bien vouloir mettre vos téléphones sur ne pas déranger ou mode avion, comme vous le souhaitez. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir à Station Ozone Jérôme Fourquet et Jean-Laurent Casselli. Jérôme Fourquet, Jean-Laurent Casselli, pour ce livre qui s'appelle La France sous nos yeux, économie, paysage, nouveaux modes de vie. Alors, Jean-Laurent, vous n'étiez pas, j'allais dire, des deux premiers tomes, même si je m'autorise à considérer qu'on a une série là qui serait pilotée par Jérôme Fourquet. D'abord l'archipel français, hein, publié fin 2019, en immersion, en pleine situation au printemps dernier, hein, en avril, mai 2021, Covidé, oui, voilà. Et puis, vous publiez donc maintenant cet ouvrage. Jean-Laurent, vous êtes journaliste à l'Express, vous collaborez et vous intervenez sur l'excellent site slate.fr. Et puis Jérôme, on se connaît bien, on va se dire vous sur scène. J'ai eu le plaisir de présenter vos deux précédents ouvrages. Alors on a plein de passions en commun, et en particulier pour quelqu'un qui s'appelle André Siegfried, qui a été un des fondateurs de la science politique en France et qui a travaillé entre 1880 et 1913. Vous voyez que ça date pas d'aujourd'hui, sur une grande région qui nous est également chère, puisque on y trouve nos origines, l'ouest de la France, mais le sud-ouest, c'est bien aussi. Nous allons y revenir, hein. Donc, on va procéder de la façon suivante, si vous voulez. Comme votre livre, grâce à l'apport de Mathieu Garnier et Sylvain Manternard, montre beaucoup de cartes, eh bien, on va feuilleter en quelque sorte, se balader dans vos pages avec les cartes, et vous en avez déjà une derrière nous. On va y venir dans un instant. Je voudrais remercier toute l'équipe Mola de la librairie, avec Mathilde Mola et Juliette Voillemont, qui ont été vraiment adorables pour obtenir de l'éditeur Le Seuil les cartes en PDF. Il faudra vraiment remercier votre éditeur ou votre éditrice, je crois que c'est une dame, hein. On rentre dans le livre. Les premières pages du livre, ça commence par les premières manifestations des Gilets jaunes, et en particulier, vous soulignez le fait que le dimanche 18 novembre 2018, lendemain du premier regroupement, les Gilets jaunes entourent, si on peut dire, les grilles d'accès à Disneyland Paris pour en demander l'entrée gratuite. Qu'est-ce que ça signifie pour vous en termes de grammaire et de vocabulaire de ce mouvement, pour reprendre vos propres termes? Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Alors, la crise des Gilets jaunes a joué un rôle important, nous, dans notre réflexion, puisque c'est à partir de ce moment-là qu'avec Jean-Laurent, on a commencé à travailler ensemble. On se lisait mutuellement, chacun sur nos publications, et puis on a rédigé une série de notes pour la Fondation Jean Jaurès sur cette crise des Gilets jaunes qui, de notre point de vue commun, signifiait quand même qu'on était passé à autre chose. Et donc, pour tout vous dire, le titre initial de ce livre s'appelait La France d'après. Donc on utilise cette expression qui revient à plusieurs reprises dans le livre pour essayer de marquer comment, en l'espace de 4 décennies, depuis les années 80 jusqu'à nos jours, la France s'est métamorphosée, et la résultante, le produit fini, c'est cette France d'après qu'on a tous sous les yeux, mais qui diffère très sensiblement de ce qu'on a connu. Et donc cette crise des Gilets jaunes signe quelque part tout cela. Alors pourquoi Disney? Donc on est en Seine-et-Marne. C'est un des endroits où il y a eu le plus de gilets jaunes. On reviendra aussi sur le cas de Bordeaux tout à l'heure. Vous avez été servi. Mais là, on est typiquement dans cette France périphérique, à l'ombre de Paris, où on se déplace beaucoup en voiture, où les entrepôts logistiques pullulent, et dont sont originaires deux des figures de ce mouvement, Éric Drouet, le chauffeur routier, et Priscilla Ludowski, qui était auto-entrepreneuse, qui donc ont joué un rôle important dans ce mouvement. Alors ce mouvement, comme vous le savez, il n'était pas structuré, il n'était pas organisé. Donc le lendemain du 17, du premier samedi, il se retrouve encore par centaines sur les ronds-points. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de feuille de route. Puis ils discutent.
Et puis, où décide-t-il d'aller? Eh bien, à Disney. Et donc, c'est intéressant parce que c'est pas la préfecture, c'est pas le MEDEF, c'est Disney pour se faire ouvrir les grilles. Donc, ça nous dit, nous, beaucoup de choses sur le passage d'une économie de la production à une économie du tourisme, du loisir et de la consommation. Et ces gilets jaunes sont un peu les mains visibles de cette nouvelle économie, mais qui estiment qu'elles n'ont pas suffisamment accès à la fête. Et donc là, si on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais sur cette histoire d'Euro Disney, quand on dit on est passé d'une économie de la production à une économie du tourisme, la consommation du loisir, s'il fallait retenir un moment emblématique, c'est le printemps 1992. Le 30 mars 1992, c'est la fermeture de l'usine Renault-Billancourt, fermeture définitive, hein, qui a été... On appelle la citadelle ouvrière, voilà, d'Île-Seguin. Hein, voilà. Et la fameuse formule, il faut pas décevoir Billancourt. Donc, voilà. Faut ni désespérer Boulogne, ouais, ni décevoir Billancourt. Et donc, cette grande usine ferme, 30 mars 1992. Le 12 avril 1992, donc moins de 2 semaines après, c'est l'inauguration de Disney. Alors donc, justement, voilà. Jérôme, vous m'emmenez sur la deuxième réflexion qui est toujours dans votre introduction. Et là, je me tournais vers Jean-Laurent. Dans la suite donc de l'introduction, vous rapprochez 3 événements de mobilisation pour un motif social. Sartre, justement, sur son bidon d'essence devant la forteresse ouvrière, donc en mai 68, à l'entrée de l'île Seguin. Bourdieu qui la rejoue en novembre 95 et qui harangue les cheminots à Austerlitz, à la gare d'Austerlitz, pas Austerlitz, hein, puisque là c'est le mouvement contre la réforme des régimes spéciaux porté par Alain Juppé. Et puis 3e mobilisation, la pétition dites-vous en ligne, signée Annie Ernaux, Édouard Louis, Jean-Marie Bigard et Bruno Gaccio, ou l'actrice Corinne Maziero, qui est la capitaine Marlowe à la télé, pour les grévistes cheminots en 2019. Alors, bon, ça serait facile de faire des commentaires sur les différences de niveau qualitatif, mais on ne va pas le faire, hein, entre ces 3 événements. Par contre, pourquoi dites-vous que ce rapprochement et la troisième type de mobilisation en ligne, etc., est significatif du changement d'une époque, Jean-Laurent? Alors, bonsoir tout d'abord. Comme Jérôme l'a souligné, c'est vrai qu'on s'est croisé à travers on a croisé nos travaux et nos impressions à travers ce mouvement des Gilets jaunes qui a été pour nous aussi finalement une sorte de catalyseur et qui a cristallisé un certain nombre d'intuitions ou d'observations qu'on avait pu avoir l'un comme l'autre. Et pourquoi est-ce qu'on introduit le livre par l'évolution du style, je dirais, de mouvements sociaux depuis les grèves de 95 qu'on évoque à ce fameux mouvement des Gilets jaunes? C'est parce qu'il nous semblait qu'il y avait, au-delà des raisons de la mobilisation, au-delà des aspects, je dirais, purement politiques, il y avait aussi une question de stylistique, de grammaire en fait de la manifestation. Avec Jérôme, on était très attentifs aux slogans des Gilets jaunes, parce que ces slogans étaient puisés parfois à ce qu'on appelle la pop culture, ou ce qu'on appelait aussi les industries culturelles. Par exemple, il y avait des slogans à l'arrière dans le dos des fameux Gilets jaunes, dossards, ouais. des dossards, sur les fameux dossards, dans lesquels il y avait des références humoristiques à une série comme Kaamelott. Il y avait de l'humour, il y avait des références à Coluche, on a vu des Gilets jaunes faire la chenille sur des ronds-points, des queue-leu-leu, faire de la danse country. Et donc, c'est vrai que les observateurs, les intellectuels, de manière générale, et les organisations politiques étaient un peu désarçonnés, parce qu'elles n'y retrouvaient pas vraiment leur petit. Il y avait, Jérôme l'a dit, ils ont commencé par bloquer Euro Disney. Et donc, pas par bloquer, pour demander l'ouverture des portes. Pardon, au contraire, pour demander l'accès à Euro Disney, tout à fait, pour y rentrer. Et c'est vrai qu'il y avait quelque chose d'un peu dérisoire, en tout cas de très surprenant dans cette manière de faire. Et on s'est dit que c'était une bonne manière d'ouvrir le livre que de montrer à quel point, encore une fois, cette grammaire a bougé en 50 ans. Exactement. Et pour rappeler quelque chose qui est aujourd'hui évident, mais qu'on avait quand même noté un petit peu en avance à l'époque. Moi, je me rappelle avoir fait un papier sur Slate avant donc la première mobilisation de novembre 2019,
2018 sur ce que j'avais appelé la révolte des ronds-points, parce qu'en fait, en regardant sur les sites d'actualité régionale les lieux de mobilisation de ce qu'allaient devenir les Gilets jaunes, de ce qu'on n'appelait pas encore les Gilets jaunes, en fait, je voyais rendez-vous devant le rond-point du Leclerc, le parking du Jiffy, vous voyez, la rocade ouest, à côté du Biocop, et donc McDo. le McDo, et donc il devenait assez évident que la grammaire de la mobilisation avait changé, mais les lieux aussi des manifestations avaient changé. On avait beaucoup parlé quelques années avant du mouvement des places, ce mouvement des centres-villes, dans lesquels des jeunes, une jeunesse plutôt urbaine, éduquée. C'était plutôt Nuit debout. C'était Nuit debout, exactement. C'était l'incarnation française de ce mouvement. Et on s'est retrouvé quelques années après avec un déplacement stylistique, mais aussi géographique du mouvement social. Un changement d'acteur. Bien sûr, c'était pas les mêmes, bien sûr. Alors, votre livre est, j'allais dire, il tient tout à fait. Je vous ai entendu sur Inter, Jérôme évoquer le livre de Roland Barthes, publié en 57, Mythologie. Enfin, c'était un peu Domoran qui évoquait ça, avec en particulier, on va y revenir, le fameux chapitre consacré au steak frites chez Barthes. C'est aussi, moi j'ai trouvé, un road movie à la Sullivan Travels, le premier du genre, pratiquement, de Preston Sturges en 42. Donc c'est vraiment une balade. Ça tient à la fois du road movie et des rapports extraordinaire du fameux commissariat général au plan, pas celui de Bayrou, mais celui de Pierre Massé dans les années 60. Là, on a vraiment quelque chose de tout à fait étonnant. Vous dites aussi que vous utilisez des romans, des textes, Mathieu, leurs enfants après eux, le livre de Houellebecq, La carte et le territoire. Un très beau livre que je recommande d'Irène Frein sur l'assassinat de sa sœur Denise, qui vivait dans un lotissement au bout d'une impasse. On n'a pas le temps de le lire, mais j'ai trouvé, page 217 du livre d'Irène Frein, un passage extraordinaire où elle parle du jour de l'enterrement. Ils sont sur la route, ils passent entre Kiabi, Darty, La Foire-Fouille, Picard, Mobalpa, Bébénoff, La Maison du Bonheur, Rodi, Cuir Center, Castorama. Elle arrive, c'est fini, il se dit c'est fini. Et puis, après les Saint-Maclou, les Buffalo Bill et McDo, bon, à l'angle de deux rues, la grande parade de la marchandise s'épuise. On va rejoindre la rocade sur une note gaie, une boutique de cotillons. Au-dessus d'une vitrine où grimacent tous les genres et sous-genres de vampires, sorcières et squelettes, une joyeuse banderole sanguillonnante claque au vent, Halloween. Et elle dit, ça fait 1 an que ma sœur est morte, etc. Donc, on va y revenir sur la culture américaine. Et puis, vous évoquez aussi le Tour de France, non pas sportif, mais le Tour de France par 2 enfants. Ce livre culte, livre de lecture de G. Bruno, qui est en fait une dame. Une dame, il paraît. Augustine Tuileries-Fouillé. Livre tiré à 7 millions d'exemplaires entre 1877 et 14, et puis republié encore avec maintes éditions. Bien. Et pourtant, votre livre, c'est pas du tout un livre de nostalgie qui, comme le livre de G. Bruno, devrait faire entrer dans les têtes la nécessaire reconquête de l'Alsace et de la Moselle. C'est pas du tout ça. On n'est pas du tout dans d'autres auteurs qui se prétendent à la fois historiens et sociologues et qu'on connaît actuellement. Alors, par contre, vous dites, ce livre poursuit l'ambition de dresser un tableau d'ensemble de la France d'après. La France, qui est sortie de sa chrysalide, s'inscrit ainsi en rupture à de multiples niveaux avec la société qui prévalait jusqu'au début des années 90. Alors, on va voir déjà 2 cartes. J'espère avoir la possibilité de bien utiliser ce petit appareil. La première que l'on voit, c'est la fermeture des sites industriels de 50 salariés et plus entre 2008 et 2020. Et la deuxième, si on la voit bien, c'est l'agriculture qui a, vous dites, disparu. Voilà. Donc, je reviens sur la première. Je vous laisse commenter à tous les deux. Alors là, on s'est rapproché d'un cabinet qui s'appelle Trendéo, qui recense depuis 2008, ils ne l'ont pas fait avant, ils ont été constitués à ce moment-là, toutes les fermetures et les créations de sites industriels. Et donc, on avait vu passer leurs travaux, donc gentiment, ils nous ont donné leurs données. Et donc là, vous avez, un peu comme un champ de bataille constellé d'impact ou de cratères, le nombre de sites détruits depuis 2008. On a en France une image un peu rétinienne qui nous reste collectivement quand on parle de désindustrialisation. C'est les années 70, début des années 80, la navale, le textile et la sidérurgie. Sauf que la saignée ne s'est jamais arrêtée depuis. Et là, on est juste
depuis 2008, dernière crise économique majeure. Depuis 2008, c'est 950 sites de plus de 50 salariés qui ont été fermés en France. Et donc, vous voyez la carte. Donc, on a la France industrielle, mais vous avez aussi une France du Grand Ouest, par exemple, qui s'est industrialisée plus tardivement, mais qui, à son tour, est rattrapée. Alors, il y a toute la sous-traitance automobile, l'industrie agroalimentaire, etc., etc. Et donc, c'est la fin d'un monde quand on a un chapitre qui s'appelle « Que reste-t-il quand l'usine a fermé ?» Parce qu'il y avait le stade de foot, la cité ouvrière, la fanfare, les associations, les organisations syndicales, et tout ce monde s'effondre. Et parallèlement, alors ce monde en général, quand il s'effondre, il fait un peu de bruit, et puis il se fait entendre. Et puis il y a un autre monde qui s'est effondré, beaucoup plus silencieusement. C'est le plus grand plan social de l'histoire contemporaine. C'est ce qui s'est passé dans les campagnes. Donc là, vous avez la carte la plus foncée, la part des agriculteurs par commune en 1990. 90, c'est il y a 30 ans, hein. C'est pas les années 50. Et donc vous voyez que ces agriculteurs, eh bien, représentent plus de 20% de la population active dans toute une partie encore de la France rurale, notamment dans le Massif central, dans le Pays Basque, Bretagne, etc. Donc il y a déjà des zones, on voit autour de Bordeaux, hein, des zones qui sont clairsemées. Et vous avez, sans trucage, comme on dirait dans la publicité, la carte en 2016 avec la même échelle. Et vous voyez que les agriculteurs ont disparu et ils ne pèsent plus de manière significative que dans quelques enclaves très excentrées, donc souvent à cheval entre deux départements, dans des zones montagneuses. Si vous prenez les chiffres, en 1990, il reste un peu plus d'1 million d'agriculteurs, 1,2 million. Et aujourd'hui, on est à 430 000. Donc ça a été moins 2/3 en 30 ans. Et donc le monde de l'usine et le monde de la ferme ont disparu, se sont très fortement contractés en l'espace de 30 ans. Aujourd'hui, par exemple, depuis les élections municipales de 2020, là c'est des chiffres de la DGCL, rapportés à ce que pèse la population agricole dans les plus de 15 ans, de 15 ans et plus en France, c'est 0,8%. Oui. Hein. Eh bien, il y a 11,8% de cette population qui sont des maires. Oui. Ça, c'est très intéressant parce qu'on voit le décalage, évidemment, dans la représentativité de cette population. Ça veut dire que d'une certaine façon, ils ont disparu des chiffres réels de l'activité. Ils restent présents dans la dimension politique au sens des voilà, mais dans les plus petites communes. Et si on faisait ce calcul il y a 30 ans, ils auraient été peut-être 30% des maires. Bien sûr, et donc, même chez eux, alors vous en avez plein, la presse locale, vous savez, les fameuses querelles sur le coq qui chante, etc. Parce que même dans très nombreuses communes rurales, les agriculteurs ne sont plus majoritaires. Donc, c'est d'autres gens qui n'ont pas les mêmes codes, qui n'ont pas les mêmes façons de vivre. Et donc, et donc on cite... là aussi, on cite les grands auteurs, hein, donc Fourastier, qui parlait de son village de Douel dans le Lot, et il montrait comment de 1945 à 1975, le nombre d'agriculteurs s'était effondré, mais il s'était passé de 250 à 45 agriculteurs. Donc c'était une saignée considérable. Bon, donc nous, on a repris le fil, et aujourd'hui, il reste un agriculteur à Douel. Donc c'est le basculement est au moins aussi brutal, alors qu'on s'est dit que, en gros, on avait fait l'essentiel du chemin dans les années 70. Et alors, vous citiez le Tour de France de deux enfants. Quelque part, le livre, c'est aussi un peu le Tour de France de deux quadras que nous sommes, de quadras un peu avancés, qui ont vu, sous leurs yeux, ce pays se transformer de manière très très profonde en 40 ans. C'est aussi ça qu'on a voulu raconter. Jean-Laurent, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous dites malgré tout, malgré cette dépression massive de l'industrie et de l'agriculture, le territoire est devenu lui-même ressource et support de consommation. Et en particulier, vous parlez des parcs d'attractions. Expliquez-nous là. Moi, j'ai tout de suite pensé aussi au Puy du Fou en Vendée, avec tout ce que ça génère comme activité autour. Donc, il y aurait de la substitution. Oui, il y a la substitution, la nature a horreur du vide et l'activité économique qui était orientée vers la production
a eu tendance à se tourner vers la consommation. Alors, c'est évident dans le cas, par exemple, de la grande distribution, du grand commerce, comme on disait avant, hein, du fait de l'approvisionnement des Français. Enfin, voilà, la grande distribution, c'est un secteur très important en France, mais l'immobilier l'est aussi. Hein. J'ai lu récemment au Salon de la franchise, où je me rends tous les ans, que l'immobilier pesait 14% du PIB. J'imagine. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais c'est aussi un plaisir, hein, de fréquenter le salon de la franchise. En tout cas, c'est une manière de suivre un petit peu les tendances sociétales, puisque le commerce les accompagne et parfois les anticipe. Et c'est vrai que les professionnels de l'immobilier qui étaient présents insistaient sur le poids dans le PIB je vous le disais, de la consommation, et également de l'immobilier. Voilà. Et dans le même ordre d'idée, aujourd'hui, des parcs de loisirs, vous avez cité le Puy du Fou, mais on a parlé en début de rencontre d'Euro Disney. Bien sûr. Mais on pourrait aussi parler du zoo de Beauval. Jérôme a dégoté des chiffres exceptionnels sur les conséquences de l'arrivée du panda au zoo de Beauval. Ça fait même partie du soft power chinois. Hein, là, c'est autre chose. Tout à fait. Géopolitique. Là, mais, tout à fait. Et c'est vrai qu'après l'arrivée de ce couple de pandas au zoo, ce qui était un événement exceptionnel, la courbe en fait de la fréquentation du zoo a augmenté au point de dépasser le nombre de visiteurs du château de Chambord. Et voilà, donc vous avez là un croisement des courbes assez symbolique. Pardon, mais enfin, d'un point de vue de la qualité historique, c'est quand même plus important le panda. Hein. En tout cas, on montre à partir de cet exemple un petit peu amusant, un petit peu décalé, à quel point, si vous voulez, ces parcs, ces centres sont des locomotives. On cite aussi le cas des villages de marque qui sont entre le centre commercial et le parc de loisirs, quelque part. Et c'est vrai qu'il y en a une trentaine en France aujourd'hui. Et c'est vrai que ce sont, encore une fois, des lieux de destination, comme disent les professionnels du commerce. C'est-à-dire qu'on se rend, on fait des kilomètres, on peut faire plusieurs dizaines de kilomètres pour se rendre dans ces lieux. Et c'est pour ça qu'on dit que le territoire, d'une certaine manière, est lui-même devenu un support de consommation. Mais, alors j'avance, vous dites aussi, au chapitre de la France d'après, c'est aussi la France d'après l'aménagement planifié du territoire. Et là, c'est très intéressant. Vous dites, il y a une France résidentielle des villes TGV, il y a des banlieues tiraillées entre gentrification et ghettoisation, des couronnes périurbaines qui accueillent aussi bien des familles aisées que des gilets jaunes, alors ils sont pas au même endroit, hein, mais bon, des campagnes réinventées entre chambres d'hôtes et écolieux. C'est aussi cette France, celle qu'on va voir maintenant, celle de la logistique. Hein. Et on va voir deux cartes qui apparemment, évidemment, pas grand-chose à voir. La première, c'est sur le e-commerce et les grands dépôts de e-commerce en France. Hein. Vous reconnaissez d'ailleurs, pour les gens dans la salle, le grand entrepôt de Cdiscount que l'on voit quand on est sur l'autoroute A10 en arrivant à Cestas. Puis une deuxième carte, alors beaucoup plus surprenante, qui est celle de ce que vous avez appelé les autoroutes du cannabis. Hein, je dis tout de suite qu'il n'y aura pas de distribution en sortant. Que du CBD, que du CBD. Et donc, Jérôme et Jean-Laurent, sur ces deux cartes, alors, allez-y. Alors, effectivement, on a comme acteur économique majeur les parcs de loisirs, la grande distribution, et puis de plus en plus, ce qu'on a appelé la France Amazon, avec cette économie de la logistique. On rappelle au passage que le fameux cariste, hein, celui qui conduit le Fenwick et qui est un peu la figure emblématique des entrepôts, eh bien, ils étaient très représentés dans le mouvement des Gilets jaunes. Et quand vous vous promenez en voiture ou en train, on voit à la sortie de ces métropoles, sur les nœuds ou les échangeurs autoroutiers, fleurir ces grandes boîtes à chaussures là, de taille plus ou moins importante. Il y a plus de 5000 entrepôts de plus de 5000 mètres carrés en France. Donc 5000 mètres carrés, ça commence à faire beaucoup. Et donc il y a toute cette économie de la logistique, puisque on est passé encore une fois de la production à la consommation. Et donc il faut approvisionner les lieux de consommation. Historiquement, c'était approvisionner, donc c'était les bases logistiques pour la grande distrie. Et aujourd'hui, c'est pour le e-commerce. Et donc on peut dire quelque part, l'usine a été remplacée par l'entrepôt Amazon. Et vous voyez comment Amazon et ses concurrents, alors c'est Discount, il y a l'exception de l'Ouest à Bordeaux, mais essentiellement se sont concentrés sur la dorsale qu'on appelle, vous savez, la banane bleue en cours de géographie qui va de Londres à Turin. Et donc chez nous, ça passe par Lille, Paris, Lyon, Marseille. Et donc on a implanté ces centres logistiques dans ces zones-là. Et on a essayé un peu de s'inspirer on a mis à profit le confinement pour relire les grands auteurs. Donc, on lisait l'identité de la France de Brodel, qui travaillait beaucoup sur les flux commerciaux.
et qui disait qu'est-ce qui vertèbre, qu'est-ce qui structure un territoire, c'est les foires, les marchés, etc. Et donc on s'est dit, aujourd'hui, si on prenait la même démarche, comment ça fonctionne? Et là, aujourd'hui, ce qui fonctionne, c'est cette économie de l'entrepôt et de la logistique qui est incarnée par Amazon. Mais ça, c'est ce qu'on voit en surface. Mais il y a d'autres logisticiens qui sont très professionnels également, qui utilisent les mêmes axes. Et c'est l'autoroute, c'est les autoroutes des GoFast. Alors on va la voir tout de suite. Je précise, c'est intéressant quand même que, par exemple, pour ces discounts, hein, les trois ronds orange, que l'on voit, sont aussi très liés quand même à l'implantation historique de ces marques. Parce que les deux ronds, là, c'est Saint-Étienne, Casino, Geoffroy Guichard, famille Guichard, et ces discounts rachetés par Casino, mais implantés à départ à Bordeaux avec les frères Charles. Et donc là, on a quand même, j'allais dire, des territoires qui parlent d'eux-mêmes aussi. Ils ont une survivance, mais Amazon, lui, s'est installé à proximité des autoroutes. Et alors, ce qu'on montre aussi, Monsieur Jeff Bezos n'a pas d'ancêtre. Mais il vise, pour la prime à l'aménagement du territoire, en général, les zones désindustrialisées. L'entrepôt de Chalon, c'est sur la ruine, les friches de Kodak. Et puis aujourd'hui, à Metz, c'est une ancienne base aérienne, etc. etc. Donc, on a un phénomène de substitution. De la même manière, sur les parcs d'attractions, on parlait qu'il n'y avait pas eu de plan préconçu. Il y en a quand même eu. C'est-à-dire que dans les années 80, quand toutes les grandes usines ferment, à ce qui reste de la Datar à Bercy ou autre, on se dit, mais en fait, on va passer à autre chose. On va faire l'économie du tourisme et des loisirs. Et donc, par exemple, il y a le plus grand laminoir d'Europe qui ferme en Moselle. Et on construit le parc des Schtroumpfs dans ce laminoir, avec la prime de la Datar. À Carmaux, la fermeture de la mine, c'est aujourd'hui le cap découverte, etc., etc. Donc on a et le grand stade de France à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, c'est sur l'ancienne plaine Saint-Denis qui était la plus grosse concentration industrielle d'Europe après la Ruhr. Et donc c'est pour ça aussi qu'on a cette entrée par paysage. On parle à un moment du palimpseste, vous savez, ce parchemin où on grattait un texte et puis on en écrivait un autre, et puis avec le temps l'encre remontait. Eh bien, quand on se promène en France, on voit comme ça ces couches successives qui nous racontent les différentes époques économiques. Alors on passe à nos autres entrepreneurs d'une économie souterraine. Jean-Laurent, alors je précise que vous êtes... Pas que je sois spécialiste des GoFast. Non, mais comme vous m'avez dit tout à l'heure que vous résidez à Marseille, on n'échappe pas à son destin quelque part. Bon, alors, allons-y, parce que ça c'est quand même très original comme recherche. C'est vrai qu'on s'est concentré sur le passage de la production à la consommation, et également sur la mise en mouvement du pays et du territoire à plusieurs niveaux. La mise en mouvement des marchandises, on l'a vu avec la France Amazon, ces fameux entrepôts sur les nœuds autoroutiers. C'est aussi le cas des personnes. Les Français ont bougé de leur région, on en parlera sans doute plus tard. Et puis c'est aussi le cas des marchandises illégales de l'économie souterraine, et notamment du cannabis, puisque même s'il existe aujourd'hui une version légale sous la forme du CBD, qui est d'ailleurs très très populaire. Dans ma rue à Marseille, il y a une boutique de CBD et ça ne désemplit pas. Pas que à Marseille d'ailleurs, il y en a partout. Il y a vraiment un très très gros salon de la franchise. Oui, tout à fait, au salon de la franchise. Il y a encore 2 semaines, j'ai vu plusieurs acteurs de chaînes de CBD. Mais revenons sur ce qui nous intéresse. En fait, ce que montre cette carte qui a été réalisée artisanalement à partir d'un relevé des interpellations par la police et la gendarmerie des transports de drogue. Alors, qu'est-ce qu'un GoFast? On va peut-être le préciser, puisque tout le monde n'est peut-être pas coutumier de cette méthode. Alors, là, un GoFast, c'est un convoi de voitures de grosses cylindrées qui partent en général de l'Espagne et remontent en France pour en fait acheminer la drogue vers les territoires d'abord de stockage, puis vers le consommateur final, ce qu'on appelle dans la logistique le dernier kilomètre. Le dernier kilomètre, voilà. J'allais dire ça. Et donc en général, ce sont des voitures. Blague à part, c'est vraiment un sujet très sérieux pour les trafiquants parce que il s'agit d'avoir des voitures très très puissantes, d'entreposer la drogue de manière à ce qu'elle soit cachée et d'avoir
avoir un convoi donc de voitures. En général, il y a une voiture qui ouvre. Heureuse, hein. Il y a une voiture ouvreuse, une voiture qui convoie la drogue et une voiture qui ferme le convoi. Donc le principe du go fast, évidemment, c'est littéralement aller très vite. Donc passer outre les barrages, les patrouilles de police, les semer si on en a sur son chemin. Alors c'est très très dangereux, il y a souvent des accidents, il y a souvent des interpellations, mais une bonne partie de la drogue passe. Là, ce que vous voyez sur la carte, c'est le résultat des interpellations par les forces de l'ordre. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que en fait, les nœuds autoroutiers sont en fait les plus... On voit Ouais. que le Pertu est beaucoup plus fréquenté que Biriatou, hein, clairement. Oui, oui. Parce que on voit bien qu'on est à Montpellier, là, hein, enfin Narbonne, hein, plutôt sur le gros point d'interpellation, et ça remonte le couloir rhodanien. Voilà, exactement. Ouais, voilà. Et c'est Lyon, vrai. Paris. Lyon et Paris. Et Voilà. c'est vrai que quand vous êtes sur l'autoroute A7, de manière imagée, vous avez l'impression que sur votre droite, si vous êtes sur le milieu, sur votre droite, vous avez une ligne de camions, en fait. Ouais, C'est la France Amazon, c'est la carte d'avant. ouais, Et sur la voie de gauche, vous avez les Audi ouais. à 200 à l'heure. C'est les Go Fast. Voilà. Voilà. Et de même, vous avez parlé du fait qu'on utilisait beaucoup les romans contemporains et la fiction et le cinéma dans notre livre. On parle aussi de certaines chansons de rap qui, depuis des années, en fait, font la chronique un petit peu de cette économie souterraine. Et il y a des paroles, par exemple, d'un rappeur comme SCH, qui est un rappeur d'Aubagne, à côté de Marseille, qui fait des clips, en fait, qui parlent très bien de manière très précise, de cette supply chain, en fait, de cette logistique de la drogue. Et donc, c'est un vrai sujet dans les paroles du rap aujourd'hui, parce que c'est un vrai sujet dans toute une partie de la société. Alors, on avance dans la reprise, dans votre ouvrage, je crois que je l'ai mise par là, voilà, d'une note publiée, Jérôme, pour la Fondation Jean Jaurès en février 2019, qui parle des Gilets jaunes en Gironde. Et on va faire un détour d'abord par le prix du mètre carré dans notre département. Vous voyez cette belle carte avec du rouge foncé, quasiment violet, et de l'orange, du jaune et du vert, hein. Je vous laisse commenter. Alors bon, je pense que vous êtes en territoire connu. Donc on a la très forte montée des prix de l'immobilier dans la métropole bordelaise, et notamment dans son cœur, avec un couloir qui va jusqu'à Arcachon, et puis une zone littorale où le prix de l'immobilier est aussi assez important. Et à l'inverse, vous avez Anvers, ce que les spécialistes de l'INSEE appellent le couloir de la pauvreté, hein, qui va du Médoc jusqu'aux confins de la Dordogne, en passant par le Lot-et-Garonne, en passant par le Blayais. Et donc, on a un phénomène de métropolisation en Gironde comme ailleurs, avec en gros des catégories sociales qui vont être redispatchées progressivement en fonction du prix du mètre carré. Alors, de manière contrainte ou aussi un peu choisie, parce qu'on peut dire, moi je reste habité dans la métropole bordelaise, mais je suis en appartement. Si néanmoins je veux, comme on va le dire tout à l'heure, adhérer au modèle que ironiquement on appelait Plaza majoritaire en hommage au plus grand agent immobilier de France, et donc si je veux la maison avec un bout de jardin pour les enfants, eh bien vu ce que je gagne, vous regardez la carte, je suis catapulté de plus en plus loin. Hein, et Jean-Laurent disait, voilà, il y a un phénomène de lutte des places, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas les moyens d'être dans la zone triple A, ils vont dans la zone double A, mais ce faisant, ils éjectent un peu plus loin ceux qui n'ont pas les moyens d'être dans le double A. Et de proche en proche, on cascade comme ça. Et donc, on peut regarder sur la carte suivante. Alors, on voit les différences, hein, quand même, hein. Le vert foncé, c'est moins de 1281 euros du mètre carré. Oui. Hein. Et on est sur du rouge foncé à plus de 3300. Voilà. Et, Hein, on est plus, dans un... et après, dans certains quartiers d'ici, on serait encore plus. Bien sûr, bien sûr. Et donc, Alors, voilà la carte suivante. et la carte suivante, Qui est c'est tout à fait passionnante. Alors là aussi, on a dépouillé la presse locale, donc il y a sans doute des éléments qui nous ont échappé. C'est en gros le relevé d'activité de la mouvance Gilets jaunes dans votre département. Et donc, nous, voilà, quand on a commencé à travailler sur les Gilets jaunes, on s'est dit, mais vous étiez aux premières loges, mais ça chauffait quand même beaucoup chez vous. Et donc, pourquoi Bordeaux a été quelque part la capitale des Gilets jaunes? L'hypothèse qu'on fait, c'est que Bordeaux a rattrapé à vitesse grand V, en l'espace de 15 ans,
le retard qu'elle avait en termes de métropolisation. Et donc, ce qui se passe partout en France, votre département l'a vécu en accéléré, avec un phénomène de déstabilisation encore plus fort, avec toute ces nouvelles catégories populaires, donc les gens de la logistique, les gens du service à la personne, l'hôtellerie-restauration, toutes les activités du bâtiment qui participent au rayonnement et au développement de la métropole bordelaise, mais qui en sont exclus et qui sont catapultés très loin. Et donc, vous voyez où se sont concentrés les mouvements. Donc, de la même manière, un peu autour du bassin d'Arcachon, parce que c'est l'endroit où on ne pouvait pas accéder. Et puis, on a bloqué tous les grands axes de circulation. Nous, on avait été très frappés par le fait que le premier péage autoroutier qui sera mis à sac en France, c'est celui de Virsac, au nord de chez vous, où c'est l'étoile rouge. Hein, voilà, où 30 000 véhicules transitent dans un sens ou dans l'autre chaque jour, avec, on l'a vu tout à l'heure, des prix de l'immobilier qui sont moins chers au nord et des gens qui descendent. Ce qui nous avait aussi beaucoup marqué dans les articles, on en avait parlé ensemble de Sud-Ouest notamment, c'était quand on avait les professions et les lieux de résidence des personnes interpellées dans les manifs. Il y avait quasiment pas de bordel. On peut se dire, les Bordelais, ils étaient plus rapides ou ils connaissaient les petites rues, mais beaucoup de gens qui se sont fait attraper étaient des gens qui venaient de ce qu'on peut appeler la Gironde périphérique, voire Charente, Charente-Maritime, Landes, Dordogne. Et donc, c'était, on va en parler tout à l'heure, toute cette France backstage, cette France de l'ombre, et qui convergeait vers Bordeaux. Là aussi, comme à Paris, on n'a pas défilé à Bastille-Nation. On est allé à Paris, place de l'Opéra. On voulait aller aux Champs-Élysées, des destinations, des lieux touristiques. Et comme chez vous, c'était ici. Le Grand Théâtre. Le Grand Théâtre, la place Berland, etc. etc. Jean-Laurent, est-ce que ce qu'on constate là dans cette carte qui a été dressée à partir de relevés, j'allais dire, de presse, est-ce qu'on a retrouvé ça par exemple à Marseille, dans la périphérie de Marseille? On parlait d'Aubagne tout à l'heure, Aix, etc. Martigues. Est-ce que c'était pareil? Alors, Marseille est l'exception qui confirme la règle dans la métropolisation, toujours. Puisque, vous le savez peut-être, Marseille est une ville très pauvre et donc plus pauvre que sa périphérie, alors que le phénomène de métropolisation, c'est plutôt l'inverse. Dans des villes comme Bordeaux, plus on l'a très bien vu avec cette carte de l'immobilier, qui est une carte de chaleur, comme on dit, un peu plus on s'éloigne du centre, plus le prix, plus ça refroidit en fait en couleur, plus on retombe en termes de prix de l'immobilier. Marseille, c'est l'inverse. On a plutôt à faire des couronnes périurbaines assez aisées sur le modèle américain. Aix, c'est évident. À Aix, alors c'est vrai, là, en fait, voilà, pour aller au bout de la discussion, c'est vrai qu'en plus à Marseille, on a une métropole que les spécialistes appellent bicéphale parce que c'est la métropole d'Aix-Marseille. Donc il y a deux têtes, il y a deux villes et c'est la seule métropole. 3300 km² quand même, hein, la métropole marseillaise, hein, grande comme un département moyen en France, quoi. Oui, et c'est pour ça que autour d'Aix-Marseille, si vous voulez, le phénomène des gilets jaunes était surtout un phénomène de blocage de péages autoroutiers, plutôt que de ronds-points. Voilà. On a eu peu de ronds-points emblématiques, on a eu des péages. Voilà. D'ailleurs, les gens que je connais qui ont participé ont fait au moment on fait du tractage sur les péages des alentours vers Auriol, par exemple. Voilà, pour ceux qui connaissent. Et est-ce que vous voulez qu'on passe à notre carte interactive? Un petit bonus à vous présenter. Parce que ça va nous faire la transition avec la partie suivante qui est la construction de logements en France. Alors, je vais me mettre à la manipulation, donc je vais demander à la régie de couper mon micro pour pas que ça fasse de bruit quand je vais le poser. Ce que vous allez voir, c'est une version interactive pour le web d'une carte qui se trouve dans le livre, qui a été réalisé par Mathieu Garnier, qui est un des deux géographes, cartographes qui a travaillé avec nous, avec Sylvain Monternac. Et en fait, ce que Mathieu a eu l'idée de faire, c'est d'utiliser des requêtes de l'open data, comme on dit, c'est-à-dire des données en fait disponibles en ligne pour qui sait les manipuler et les chercher. C'est assez technique, assez compliqué. En fait, il est allé chercher les requêtes du site Wikipédia, Wikipédia étant l'encyclopédie participative en ligne, les requêtes concernant chaque commune de France. Puisque chaque commune de France n'a pas forcément un office de tourisme, mais chaque commune de France, même les toutes petites, ont leur fiche sur Wikipédia.
rapportant le nombre de requêtes, donc l'intérêt, la curiosité en fait des internautes pour chaque commune, rapportant donc cette curiosité à la population. Voilà, merci beaucoup. Voici la version, la version dans le livre. Rapportant donc le nombre de requêtes au nombre d'habitants pour ne pas biaiser les calculs, pour pas que les grosses communes aient plus de requêtes, puisque il a procédé à une sorte de, enfin, on appelle ça une régression, je crois, en mathématiques. Mais là, on arrive à la limite de mes compétences en la matière. Mais Jérôme expliquera mieux que moi. Enfin, peu importe. En tout cas, sachez que c'est blindé méthodologiquement et que ce que vous allez voir est donc le résultat de ce travail que je vais vous montrer plus en détail. Alors vous allez voir, c'est vraiment passionnant et j'allais dire même l'idée d'aller chercher ça comme indicateur montre quand même toute la richesse de votre ouvrage parce que on a des surprises, j'allais dire constantes, hein, en trouvant des indicateurs et des variables auxquels on n'a pas forcément songé. Alors voilà, Jérôme. Alors, donc vous avez la carte de toutes ces communes françaises. Plus le rond est important, plus le nombre de requêtes rapportées à la population est important. Et puis, il y a un code couleur. Il y a la France en rose, celle qui est très désirable, celle qui est instagrammable. Là, on veut s'installer, on veut y aller un week-end, qui nous fait rêver. Et puis, il y a la France de l'ombre, qui est en gris, voire en noir. Et donc là, on vous a pris le département de la Gironde. Donc, vous reconnaissez Bordeaux au centre, gros rond rose. Toute la première couronne périurbaine est en noir. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a très bien, faut pas venir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de requête dessus, c'est-à-dire que rapporté à sa population, c'est des communes qui font moins rêver, qui sont moins visitées sur Wikipédia. Et puis, vous retrouvez le littoral en rose. Et donc, on a ça partout en France, c'est-à-dire qu'on a toutes les métropoles en rose, tous les cœurs des métropoles, et puis les premières ceintures. Et donc, on a cette fameuse France de la lumière. Regardez Toulouse, là. La France qui brille, et puis la France qui est à l'ombre. Vous savez, c'est un peu aussi quand il y a des cartes qui sont publiées, parfois c'est la France vue du ciel, la nuit. On voit là avec les lumières des cœurs des métropoles. Avec Thomas Pesquet. Voilà, maintenant que Thomas Pesquet. Et donc, vous avez... Alors, vous voyez que c'est un peu plus compliqué à lire qu'une simple lecture un peu binaire. On apprécie beaucoup Christophe Guilluy, mais quand il disait la France des métropoles, la France périphérique. Bien sûr. Vous voyez que Bien sûr. les premières périphéries, elles sont pas très désirables. Et puis, vous avez pas mal d'endroits dans la France rurale qui, eux, sont désirables parce que c'est des endroits où il fait bon vivre. Et surtout, il y a, on a aussi une carte sur les plus beaux villages de France. La carte aussi où des séries télé ont été tournées. Et vous regardez, par exemple, dans le sud de la France, on a le Luberon, là. On n'est pas dans la France la plus urbaine et la plus métropolitaine, mais c'est un endroit... Ni la plus populaire. Ni la plus populaire, mais ce sont des endroits... Et donc, alors si Jean-Laurent dézoome pour refaire la France en entier, vous voyez entre aussi... donc vous avez tous les littoraux, hein. Regardez ce qui se passe aujourd'hui post-Covid. Ouais. C'est pas que chez vous qu'il y a un rush, hein. Regardez les côtes bretonnes. Donc vous avez toutes les côtes. Et puis regardons aussi une France du Sud versus une France du Nord-Est. Et là, on retomberait un peu sur une analyse météorologique. Ça vous explique les bouchons en vallée du Rhône l'été. C'est-à-dire, il y a les endroits en noir où personne ne veut aller et les endroits en rose. Et tout le monde dans le noir descend vers le rose l'été. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand même la situation de la région parisienne, hein, du Grand Paris, hein, où on retrouve, je veux dire, la dichotomie Est-Ouest, hein, Voilà. incontestablement. Vous avez la vallée de Chevreuse. Regardez, quand on passe l'Est, la première couronne de l'Est, on est sur des territoires qui apparaissent des communes plus attractives. Hein, Alors là, dans celle de l'Est, je pense qu'il y a encore un effet Disney, aussi, la ville nouvelle, etc. Et à l'Ouest, vous avez la vallée de la Chevreuse. Donc, aujourd'hui, et c'est un des sujets de notre livre, on a dit c'est une société, une économie qui est orientée autour de la consommation, des loisirs et du tourisme, mais aussi du bien-être et tout ce qui est l'économie résidentielle. Jean-Laurent rappelait qu'aujourd'hui, le BTP, c'est 14%, l'immobilier, c'est 14% du PIB. On arrive à l'immobilier. Et donc si, les Français si on peut, savent récupérer la carte. Voilà. Je suis obligé de vous presser, je suis désolé. Hein. Non, et les Français connaissent. Voilà. Les Français savent intuitivement s'ils sont dans la France qui brille ou dans la France de l'ombre. Alors cette carte-là, elle est tout à fait passionnante. Ça nous amène à ce que vous avez appelé plaisamment le modèle Plaza majoritaire. Bon,
faut dire qui c'est, parce que vous auriez pu dire aussi Valérie Davido, là, hein, la bricoleuse. Là. Alors, pour les spécialistes, c'est pas exactement la même chose. Parce que Bon. Valérie Damido, c'est la décoration intérieure. C'est vrai. Stéphane Plaza, c'est l'immobilier. Voilà. Exactement. Bon. Mais c'est vrai que chez Stéphane Plaza, comme il y a plusieurs types d'émissions, vous avez aussi des décoratrices d'intérieur qui interviennent pour chaque pièce. Voilà. Donc rappelons que Stéphane Plaza est un animateur Oui. de M6 qui depuis maintenant une bonne quinzaine d'années présente des émissions sur le logement des Français, aide les Français à trouver des logements pour certains d'entre eux et pour d'autres à revendre des biens. Et en fait, c'est quelqu'un qui est agent immobilier, mais qui est aussi un acteur. Avec une franchise, beaucoup de franchises maintenant. Oui, ouais, il a un réseau d'immobilier, Stéphane Plaza Immobilier, qui est un des plus grands réseaux qu'on voit d'ailleurs à Franchise Expo quand on s'y rend, comme moi chaque année. Et en fait, donc c'est l'animateur le plus populaire des Français dans les sondages. Et en fait, pourquoi on utilise l'exemple de Stéphane Plaza, c'est parce que à travers ses émissions, il promeut l'importance quelque part du cadre de vie, du logement, du foyer, de l'intérieur, et en fait le fait qu'il ait une telle longévité, une quinzaine d'années. Plusieurs émissions, plusieurs déclinaisons, pour tout type de public d'ailleurs, hein, pour des jeunes actifs qui s'installent, des retraités qui veulent descendre dans le sud, des gens qui achètent des maisons, qui revendent des appartements. On a appelé le modèle Plaza majoritaire le fait de vouloir accéder à la vie en maison individuelle avec jardin, qui est en fait aujourd'hui statistiquement le cas d'environ un Français sur deux, mais qui dans les sondages de projection en fait est plébiscité par en gros les trois quarts des gens. Voilà. Donc ça reste la maison individuelle, pardon, ça reste le logement préféré, enfin le cadre de vie préféré des Français. Et ce que montre cette carte, c'est un petit peu différent, c'est un peu technique. C'est la période majoritaire de construction des logements dans chaque zone. Jérôme, si tu veux peut-être la commenter. Donc c'est de nouveau Mathieu Garnier qui nous a dégoté ça. Donc vous avez en rose la France qui majoritairement était construite avant 1919. Ça, c'est très spectaculaire. Donc c'est toute la France rurale. Hein, vous avez cette grande diagonale du vide. Alors elle est très majoritaire sur la carte, mais c'est les endroits les moins densément peuplés. Ouais. Et donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des constructions plus récentes, mais elles sont minoritaires. Donc quand vous vous promenez là-bas, vous êtes dans la France un peu de toujours. Vous avez ensuite, très intéressant, la deuxième couche en ocre, en orange, 1919-1945. Donc on était dingue quand on a vu ça. C'est la carte du front de la guerre de 14. Vous voyez, en gros, des Ardennes jusqu'à la Somme. Ouais, c'est les endroits où il restait plus rien et il a fallu tout reconstruire. Et donc on a reconstruit massivement, ce qui fait que même aujourd'hui, la construction qui date de 1920 à 1945 est majoritaire. Ensuite, vous avez une France qui apparaît peu sur la carte, mais qui est très importante en termes de nombre de logements, parce que c'est dans les centres-villes, c'est la France du baby-boom et des 30 Glorieuses, c'est l'après-guerre, 46 à 70. Alors à chaque fois, pardon Jérôme, c'est la petite tache qu'on voit petite blanche tache claire au milieu de l'îlot vert. au milieu de l'atoll bleu clair. Il faut bien se représenter, parce que j'ai regardé par curiosité, ce sont les chefs-lieux des départements, hein, Voilà. la plupart du temps. Donc c'est Périgueux en Dordogne, voilà. Agen, à l'est du Lot-et-Garonne, Voilà. on retrouve Angoulême, voilà. Hein, voilà. Donc c'est toute cette France. Donc ça apparaît peu sur la carte, mais c'est énormément d'habitants. Et puis en bleu clair, vous avez tout ce qui s'est passé des années 70 à 90. C'est toute la France des lotissements post 30 Glorieuses. Hein. Donc on dessert les contraintes et donc il y a ces auréoles autour de chaque ville française et on grignote les zones en rose. Et le sujet, c'est que vous avez ensuite deux autres teintes, bleu foncé et bleu cobalt, qui montrent que le front d'urbanisation ne s'est pas arrêté dans certains territoires et qu'il se déplace de plus en plus loin du cœur des grandes métropoles. Vous voyez, c'est typiquement le cas à Toulouse, où ça continue de construire. En Tarn-et-Garonne. Hein, même. Voilà, et ça, aujourd'hui, touche l'urbanisation qui vient de Montauban. Donc maintenant, c'est une espèce de conurbation énorme. Ouais. Regardez ce qui se passe dans le sud du département de la Gironde, autour d'Arcachon. Et puis ce qui se passe aussi en Bretagne, ce qui se passe aussi autour du lac Léman, avec le phénomène des frontaliers qui vont en Suisse. Et donc, là aussi, quand on se dit, le sous-titre du livre, c'est paysages, on est dans différentes ambiances selon les endroits où on se trouve. Alors ça peut paraître un peu trivial ce qu'on dit, mais si vous partez de Biarritz et que vous suivez la côte jusqu'à Saint-Malo, vous êtes
uniquement dans une France qui majoritairement a été construite après les années 70. Alors il y a encore la vieille église en granit en Bretagne, mais l'essentiel est... Et donc ça donne aussi, Jean-Laurent a écrit des belles pages là-dessus, un terreau qui a inspiré ce qu'on a appelé la génération des romans pavillonnaires, c'est-à-dire des gens qui, comme nous, sont nés dans ces années-là, dans ces endroits-là, et qui ont eu ça comme écosystème ou comme biotope. Alors, ce qui est tout à fait passionnant, c'est que vous dites en plus, enfin, page 157, vous évoquez un certain nombre de faits divers qui se sont déroulés dans ces pavillons, dans ces lotissements pavillonnaires, assez récemment, du meurtre de Laetitia Pernet à la bernerie en Ré, on est en Loire-Atlantique, qui a donné lieu d'ailleurs à un très beau livre de Yvan Jablonka qui s'appelait Laetitia ou la fin des hommes, prix Médicis. La disparition de Delphine Jubilard, là on est dans l'actualité, c'est à côté d'Albi. On peut vous parler aussi de l'affaire Alexia Daval. Et moi, je me suis dit, mais par rapport à un autre fait divers qui a marqué les années 80, qui est l'affaire Grégory, les pans sur Vologne, c'est pas un lotissement. Les maisons, elles sont pas dans des lotissements, dans le décor. La CGT est très présente. Il y a encore des chefs, des contremaîtres, des ouvriers. On a basculé, on a complètement changé d'époque, y compris dans les faits divers quand même. Et ces faits divers sont pour nous l'occasion d'une plongée dans cette France périphérique. Donc on voit les trampolines dans les lotissements. Vous parliez de l'affaire Laetitia Daval, où il y avait un conflit de classe. Alexia, excusez-moi. Ouais. Avec la famille de la jeune fille qui était un peu plus aisée, il tenait un bar-restaurant, tout ça. Et dans les comptes rendus, on nous explique que la famille se rassemblait autour de la piscine. Donc on va parler des piscines tout à l'heure. Et donc c'est toute cette France, voilà, qui s'est construite, mais qui crée aussi une sociologie, un imaginaire et un environnement. Et quand Jérôme parlait de paysage, il faut qu'on va changer de carte vite. Juste Oui, pour ajouter, c'est vrai que quelque chose, la carte verte, enfin, je ne sais pas si on doit dire que c'est vert d'eau ou Vers d'eau. de celle des années 70-90, c'est justement ce paysage qui constitue l'essentiel de ce qu'on a appelé les romans de lotissement. Ouais. Parce qu'en fait, les auteurs ont grandi dans les années 70 à 90 et une fois en âge d'écrire des romans, en fait, se plongent dans leur passé. C'est pour ça que on situe l'âge d'or du roman de lotissement aux années 80-90. Ce sont souvent des flashbacks, en fait. C'est des romans qui sont parus récemment dans les années 2000-2010, mais qui souvent reviennent sur l'enfance en lotissement, justement. Alors, justement, la carte qu'on va voir maintenant est une sorte de zoom sur un département qu'on connaît bien, qui est même c'est une partie d'un département, c'est les Pyrénées-Atlantiques, ici à Bordeaux, parce que les lotissements, les pavillons, c'est les murs. Là, on va s'intéresser aux gens qui sont dans ces murs. Donc, pardon, c'est à moi de le faire. Oui, merci. Alors, là, c'est une carte qui est tout à fait particulière, je précise. C'est ce qu'on appelle la communauté d'agglomération du Pays Basque. C'est pas tout le département des Pyrénées-Atlantiques, qui regroupe 143 communes. C'est la plus grosse communauté d'agglo de France en termes de nombre de communes agglomérées et en termes de territoire. Les Basques ont fini, j'allais dire, par enfin avoir leur département. Voilà. Si je puis dire, ça parle non, mais c'est une communauté d'agglo. Et là, je vous laisse commenter parce que vous parliez dans l'archipel et puis en immersion de l'analyse de Goodhart sur les people from anywhere et people from somewhere. Donc là, les gens qui sont de l'extérieur, ils ne sont pas gênés pour arriver. Alors, si les Basques ont enfin leur département, ils sont minoritaires dans les meilleurs morceaux aujourd'hui. Et donc, vous voyez, là, donc on a coloré la carte en fonction de la proportion de gens qui n'étaient pas natifs du département parmi les inscrits sur les listes électorales dans chaque commune. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Vous avez tout le littoral, en gros, avec 36 guillemets, qui a été colonisé par des gens qui venaient d'ailleurs. Et souvent pas des Landes, ils venaient d'un peu plus loin. Et plus on va s'avancer dans les terres, plus les Basques demeurent majoritaires, avec quelques enclaves touristiques, Saint-Jean-Pied-de-Port ou Cambo-les-Bains, où là aussi il y a pas mal de gens qui viennent d'ailleurs. Et donc, en clin d'œil, on ne savait pas que cet auteur s'inviterait dans la campagne présidentielle, mais en clin d'œil à Éric Zemmour qui parle beaucoup de grands remplacements, on a un chapitre que nous avons appelé le grand déménagement, qui montre comment, et là aussi ça a beaucoup modifié la société française, ses habitudes
gastronomiques ou autres, comment les Français se sont mis à bouger et ont quitté leur terroir. Alors beaucoup pour aller sur les littoraux, mais aussi pour aller s'installer dans de très nombreux autres territoires. Donc on a utilisé un fichier de l'INSEE. Alors c'est pas très joyeux. Dans l'archipel, on était sur les nouveau-nés avec les prénoms. Là, dans celui-là, c'est sur les décès. Et donc on a la commune de naissance et la commune de décès, donc berceau tombeau, de tous les Français décédés depuis 1970. Et on a calculé la distance moyenne entre le berceau et le tombeau. Et donc, on voit que chaque année, ça prend 1 kilomètre quasiment, la distance moyenne. Et donc, les Français ont quitté leur terroir et se déplacent partout. Alors, certains, à l'âge de la retraite, rentrent au bercail. Mais vous voyez que, typiquement, sur cette côte basque, ce n'est pas le cas. Et on est très clairement aussi sur cette France triple A, qui est extrêmement désirable. Et encore une fois, là, le Covid n'a fait qu'accélérer des tendances. Parce que Biarritz, c'était déjà en vogue avant. Mais là, maintenant, il y a un rush énorme, à tel point que ce qui se passe en Corse, où les élus nationalistes militent pour le statut de résident, en disant si vous n'êtes pas là depuis X années, vous ne pouvez pas accéder à la propriété. Cette proposition est reprise aujourd'hui au Pays Basque, mais aussi en Bretagne, puisque les natifs, notamment les jeunes, qui, par exemple, vont exercer dans la restauration, dans le tourisme, eh bien, si les parents n'ont pas gardé un bout de terrain pour faire construire pour les enfants, au prix du mètre carré, ils sont éjectés 20-30 km derrière. C'est d'autant plus intéressant et important ce que vous dites sur la variable berceau-tombeau, c'est que dans l'archipel, je me souviens très bien, vous évoquez des nouvelles pratiques dans les rites de mort qui sont essentielles. Les ethnologues ont énormément travaillé là-dessus. La crémation, un phénomène nouveau, où là, pour le coup, le tombeau n'existe plus. Là, il n'y a plus de traces. Et donc là, on est sous les écrans radars, si je puis dire. Et donc, ça accentue encore le processus de distance. Alors, on avance parce qu'on arrive à une partie qui est tout à fait originale dans votre travail. C'est ce que vous appelez la France d'après, celle des traditions populaires et régionales qui disparaissent. Je vous cite, une France entrée dans la conversation culturelle mondiale, McDo, Netflix, hip-hop, sans blanquette de veau, mais toujours avec steak frites, où le véganisme prend place auprès des interdits alimentaires religieux, halal ou diététiques, sans gluten, et où l'huile d'olive a franchi la Loire. Et je me permettrai d'ajouter dans le droit fil, ça c'est à titre personnel, de Roland Barthes, où le dernier vainqueur français du Tour de France, premier spectacle sportif gratuit au monde, Bernard Hinault l'a emporté en 1985, c'est-à-dire il y a 36 ans. Même le Tour de France n'est plus français, si vous voyez ce que je veux dire. Tout à fait. Alors, on va voir une carte qui est tout à fait intéressante, c'est celle des accents alors expliquez-nous là, le A d'accent marqué. On aurait pu faire la même chose entre le fameux chocolat et pain au chocolat et chocolatine. Alors allez-y, là, commentez-nous cette affaire. Alors voilà, là c'est du déclaratif. On a interrogé un échantillon à l'IFOP, où je travaille, de plus de 10 000 personnes, en leur demandant, alors c'est subjectif, s'ils considéraient qu'ils avaient un accent qui était très ou assez marqué. Et donc là, vous avez l'illustration de ces résultats, département par département. Et donc, plus on est en teinte claire, plus la proportion de gens qui disent on a un accent marqué est faible. Et plus on est enfoncé, plus les porteurs d'accent sont importants. On comprend déjà que Jean Castex n'a pas répondu au questionnaire parce que les Pyrénées-Orientales auraient une autre couleur. Alors, oui et non, on va y revenir sur les Pyrénées-Orientales. Donc, vous voyez quoi? On a le bassin parisien, bien évidemment, mais qui s'est considérablement dilaté sur toute la France de l'Ouest, avec une zone qui s'est complètement homogénéisée en termes d'accent. Et les accents résistent, en gros, dans les territoires périphériques, donc un peu dans le Nord-Pas-de-Calais, pour ceux qui ont vu le film Les Ch'tis, dans l'Est, et puis dans le Sud. Mais vous voyez qu'en fait, il y a deux Suds. Il y a le Sud de Jean Laurent, où justement les gens qui n'étaient pas natifs sont venus s'installer massivement, et où les locaux vous disent l'accent se perd. Ben oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de l'Est. On a vu, ils allaient là en vacances, et puis à la retraite, ils viennent s'y installer. Bon. Et puis, on a un îlot assez important dans le sud-ouest, autour de Toulouse, où l'accent fait de la résistance et où, malice de notre part, mais pas que, on a superposé ça à la pratique du rugby. Et donc, en gros, ça correspond à l'Ovalie. Et d'ailleurs, ceux qui commentent, en général, on sait d'où ils viennent. Et donc, il y a une résistance de certaines cultures régionales dans le sud-ouest. On est ici à Bordeaux, toujours le derby avec Toulouse.
Vous êtes à 2 heures de Paris en TGV. Oui. Et historiquement, il a toujours été plus rapide d'aller à Bordeaux depuis Paris que Toulouse. Dans les cartes de Brodel isochrone, on voit que Toulouse a toujours été compliqué. Et donc, c'est un des éléments qui explique la meilleure résistance, parce qu'on était relativement, entre guillemets, préservé de ces flux, même si à Toulouse, ça brasse énormément. Et donc, vous voyez que ça a cette résistance. Vous parliez des Pyrénées-Orientales. Donc, c'est le département de mon père. Donc, je vais aller regarder. Aujourd'hui, les Catalans sont minoritaires parmi les décédés. Alors, dans les vallées reculées, ils sont encore majoritaires, mais sur tout le littoral, si vous connaissez, entre Perpignan, Canet-en-Roussillon, tout Palavas, Argelès et tout ça. Palavas, c'est un peu plus au nord. Tout ça, voilà. Donc, ça a été, et on a fait la même chose sur les pratiques alimentaires. Et peut-être Jean-Laurent peut dire un mot de l'huile d'olive. L'huile d'olive, après, on passera à la blanquette et au steak. Hein. Très bien. Est-ce qu'on a la carte de la galette également ou pas? Non, d'accord. Bon, on va... Mais c'est là. Hein. Enfin, mais oui, non, pas je sais qu'elle est. Malheureusement. Oui, hein. Alors, allons-y pour. Qu'est-ce qu'on a Non, on a. D'accord, bon, on va le faire sans carte, c'est pas grave. Oui, là on n'a pas de carte hein, sur le. Ah non, c'est pour ça que je vous le demandais. Non, alors, dans le même ordre d'idées, on a pu cartographier la répartition d'un certain nombre de pratiques alimentaires emblématiques, notamment l'utilisation des graisses de cuisson, la carte de l'huile d'olive et du beurre, et également le résultat d'un sondage qu'on avait mené avec le site Slate il y a quelques années concernant le fait de manger du gâteau, de la galette des rois, ou de la galette ou de la brioche des rois. Il y a plusieurs appellations. Alors, vous voyez de quoi je parle. En gros, au nord, on mange de la frangipane. Oui, parce qu'à Marseille, le nord commence assez bas. À Bordeaux aussi. Hein. Voilà. du coup, on a essayé de montrer à travers un sondage de lecteurs si il existait encore des traditions en fait alimentaires persistantes, notamment cette tradition des rois, de la galette à la frangipane dans la partie nord et d'une forme de brioche avec des fruits confits, du sucre dans le sud. En fait, on se rend compte que oui, les gens sont en fait quelque part les gens sont encore attachés à ces traditions, de même qu'il y a encore des pays de beurre en Normandie, en Bretagne et des pays d'huile d'olive. Mais cela dit, on s'est rendu compte que l'huile d'olive avait gagné du terrain. En fait, l'huile d'olive est partie vers le nord, conquérir une partie du nord, et la galette, la frangipane, en sens inverse, est descendue vers le sud. Voilà. Donc il y a des conflits d'usage et et juste pour finir sur les pratiques alimentaires, ce qui est intéressant, c'est de voir que, par exemple, à Aix ou à Marseille, vous mangez de la brioche, mais vous allez trouver de la frangipane dans toutes les boulangeries. Parce que y a des Parisiens, c'est souvent la faute des Parisiens à Marseille quand ça se passe mal. Mais au-delà, vous avez un brassage des populations qui s'est fait, qui explique que dans toutes les grandes villes, et c'est vrai aussi à Toulouse, en fait, vous trouvez vous trouverez de la frangipane au moment des rois, et parce que vous avez des gens qui ont été acculturés à ces traditions alimentaires. Jérôme. Oui, juste. Donc, il y a comme principe derrière tout ça, il y a à la fois les mouvements de population, des gens qui ont bougé, qui ont apporté avec eux leurs pratiques culinaires, et donc ça se mélange. Et puis il y a le poids de la grande distribution et des grands opérateurs agroalimentaires qui massifient les choses avec la publicité. Et donc on a cette carte. Alors pourquoi les graisses de cuisson? On a retrouvé un magnifique texte de l'École des Annales de Lucien Fèvre qui expliquait les humains peuvent manger un peu tout et n'importe quoi. Ils sont assez disposés à découvrir des nouveaux plats, mais ils les cuisineront toujours de la même manière. Et donc, pour repérer les invariants, il faut regarder ce qu'ils mettent au fond de la marmite pour faire cuire. Et donc, il avait fait une carte, le saindoux, l'huile d'olive, le beurre, etc. Et donc, on a repris ça et on a demandé aussi aux Français. Et donc, on voit, bon, le saindoux a disparu et que l'huile d'olive est sortie de son réduit, est devenue aujourd'hui très tendance. À Nantes, à Rennes, on cuisine majoritairement à l'huile d'olive plus qu'au beurre. Et donc, c'est un signe aussi de ce grand brassage et de cette France d'après. Donc, comme disait Jean-Laurent, il reste des survivances, mais qui sont hybridées et qui sont complètement rebattues par des tendances de fond. Alors que je rappelle qu'un des films, bon, c'était pas un gros succès, mais comique, qui a eu son succès dans les années 60, avec les deux comiques en pointe de la France à l'époque, s'appelait La cuisine au bord, avec Bourvil et Fernandel, et que vous aviez exactement ce débat-là. Hein, qu'est-ce qu'on mettait au fond de la poêle? Et même ça a bougé. Voilà. Alors, on avance, on passerait des heures à vous écouter. Sur ce qui va être maintenant la couche Yankee, c'est-à-dire les États-Unis, une passion française. Et là, on va voir un premier graphique et après une carte. La carte, elle est ici. J'y vais tout de suite. C'est l'implantation des clubs de pole dance
en France. Hein. On a les Et adresses pour ceux qui sont intéressés. le retour, c'est le graphique. Alors là, avec 5 catégories, hein. Encore une fois, ce ne sont pas des classes sociales, ce sont des catégories rustiques, si je puis dire, hein. Et l'ensemble des Français sur ce que vous appelez la culture Far West et country. Alors, on s'est dit, voilà, de la même manière qu'en matière gastronomique, on a regardé les traditions. Si vous voulez, on est parti de l'image, vous savez, des couches géologiques avec des strates qui sont superposées. On a dit, bon, à la base, il y a une couche culturelle commune très ancienne, dégradée au sens géologique du terme, qui est la couche catholique. Ce qui reste, on en a parlé, de la couche régionale, donc qui résiste avec l'accent, l'alimentation dans certaines régions. Et puis se sont empilés au fil des années d'autres couches, d'autres influences culturelles. Et donc il y a une très très grosse couche, très épaisse, qui s'appelle la couche Yankee, et qui, comme son nom l'indique, c'est la couche américaine. Alors tout ça date d'avant les années 80, hein, les GIs arrivent, etc., etc. Mais on a constaté que depuis les années 80, il y a une très forte accélération du processus. Typiquement, avec Jean-Laurent, on était assez attentif au rôle des images et donc du cinéma. Là encore, si on va sur Wikipédia, vous pouvez regarder année par année. Il y a la liste des films qui ont fait plus d'1 million d'entrées en France. Et donc on voit qu'à partir de 1986, systématiquement, la majorité de ces films dits blockbusters sont des films anglo-saxons américains. McDo arrive dans les années 80 en France. En 85, ils ont une centaine de 150 magasins. Et la France est, je crois, le deuxième pays d'implantation au monde de McDo. Hein. Donc le Coca-Cola aussi, ils augmentent le nombre d'usines parce que ça décolle. Et puis, vous avez aussi, en fait, la puissance de ce modèle américain, c'est qu'il produit des modèles identificatoires pour chacune des catégories de la population, chacune des îles de l'archipel. Et donc, il y a notamment ce qu'on a appelé la culture Far West et country. Donc, c'est la danse country, c'est le Buffalo Grill, etc., etc. Et donc là, vous voyez, on a l'ensemble des Français, 23% qui se disent attirés par cette culture. Et on voit que c'est plutôt dans les milieux modestes que ça se pratique. Est-ce que ce sont les cousins des petits blancs américains, des trumpistes américains? En partie. Et donc, vous voyez que le modèle américain fournit la culture ghetto et le rap pour nos banlieues. Oui. On a le bal country et les bikers, etc., pour la France des Gilets jaunes, en gros. On a le Starbucks Coffee et la côte ouest et la Startup Nation pour les habitants des grandes métropoles. Et donc, chaque île de l'archipel a son rêve américain. Et voilà, on voit comment ça s'est considérablement renforcé en l'espace d'une quarantaine d'années. Il y a un exemple qui ne trompe pas, c'est vous prenez quasiment n'importe quelle profession, le top du top, c'est les homologues américains. Les pompiers, ils rêvent tous d'avoir des camions de pompiers de New York. Les policiers, c'est NYPD, la police de New York. Nos farmers, et les startups. Les startups pour les élites, etc. Et idem pour les camionneurs. Ouais. Les trucks américains, c'est quand même quelque chose. Donc, un qui serait pas content, ça serait évidemment le général de Gaulle, hein, d'apprendre tout ça. Hein. Alors, on arrive à deux autres graphiques qui sont tout à fait passionnants. Là, c'est, si on en croit les sociologues et les ethnologues, hein, et on le sait parfaitement avec Norbert Elias et les manières de table, ou bien sûr la référence Claude Lévi-Strauss sur le cru et le cuit, l'état des pratiques culinaires permet de lire une société. Hein. Et vous montrez à travers deux graphiques, d'abord, le déclin d'un plan national qui s'appelle la blanquette de veau, hein, sur des périodes, et par contre l'insubmersible steak frites qui nous ramène donc à Roland Barthes. Je vous laisse commenter ces deux courbes dramatiques. Oui, je vais y aller. C'est vrai que ce graphique sur la blanquette de veau provoque souvent beaucoup de sympathie hein, de la part du public. Même sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes, quand on a fait notre interview pour le magazine Le Point, pour lancer le livre, en fait, on sortit de son contexte ce graphique en disant, regardez, voilà, un livre sur le grand remplacement culinaire. Il qu'à voir le succès d'une émission comme de François-Régis Gaudry. Hein, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, on va déguster la France. Hein, ce bouquin était remarquable. Hein. Oui, la blanquette de veau
résistent. D'ailleurs, les plats de la gastronomie française traditionnelle ont résisté à la fois dans la cuisine familiale qu'on fait chez soi, mais aussi dans la cuisine des chefs, ce qu'on appelle aussi la bistronomie, qui est un Oui, mouvement qui a un petit tout à peu fait. réinventé les plats de grand-mère, si je puis dire. Mais c'est vrai que ce qu'on voit bien sur ce graphique, c'est que quelque part, certaines traditions culinaires gastronomiques se perdent, alors que d'autres, vous avez mentionné, le steak frites reste insubmersible. On le voit aussi dans le domaine musical. On a fait une analogie entre Jean-Jacques Goldman et le steak frites, parce que Jean-Jacques Goldman est populaire dans toutes les générations, Qui y fait ses compris chez les 70 jeunes. ans. Hein. Voilà, il y a une forte actualité sur Jean-Jacques Goldman en ce moment, vous l'avez peut-être lu, et Fêter en mangeant un steak frit, peut-être. le fait qu'autant de médias parlent encore de Jean-Jacques Goldman, alors que c'est, par exemple, il a arrêté de travailler avec les Enfoirés, mais il est plus ou moins à la retraite, mais il continue à être immensément populaire, et on était surpris de voir dans les données, notamment IFOP, qu'il est populaire, y compris chez les jeunes. Ça s'explique assez simplement, parce que c'est des gens qui l'ont écouté quand ils étaient petits avec leurs parents, et qui, quelque part, perpétuent cette tradition-là. Pour la blanquette de veau, ce qu'on montre aussi dans le livre, c'est que des nouvelles spécialités, alors liées à l'influence américaine, comme le fameux burger, Ou le ou le tacos, voilà, le burger étant né avec le fast-food et la génération McDonald's des années 80. Aujourd'hui, le burger, dans une version un peu sublimée, un peu embourgeoisée, est au menu de tous les bistrots, de tous les restaurants français. C'est un des plats les plus consommés chaque midi. Même devant, il est passé symboliquement devant le jambon beurre. Donc en fait, derrière cette idée, si vous voulez, il y a aussi le fait de dire, on va pas juste déplorer l'américanisation qui remplace la blanquette de veau. Aujourd'hui, le burger s'est acclimaté à nos latitudes, et beaucoup de chefs français Bien sûr. le cuisinent à la française, si je puis dire. Alors voilà, est-ce que le kebab et un jour peut-être le tacos vont devenir des spécialités françaises? Je ne sais pas. En tout cas, on s'attarde sur le tacos français. Peut-être que vous voyez de quoi je parle. Il s'agit d'une galette qui est que très vaguement inspirée du tacos mexicain, de la spécialité mexicaine. C'est plutôt une création en fait des Et banlieues dedans, on met de françaises. la blanquette de veau. On met plusieurs viandes. On met plusieurs viandes dans le tacos. On met de la sauce au fromage. On met plein de choses. C'est très calorique. Les jeunes adorent ça. Et en fait, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que c'est un plat dont la dénomination officielle est le tacos français. D'accord. Voilà, le French tacos. Et French le French tacos. C'est un plat qui est né dans les banlieues de Grenoble et de Lyon, qui est aujourd'hui très populaire, qui a ses propres réseaux de franchise, et qui est quelque part une pure création de ce qu'on a appelé avec Jérôme la France d'après. Ouais. Voilà, c'est-à-dire une sorte d'hybridation généralisée Et- avec des influences. Vas-y. Et qui s'exporte. Le French Tacos s'exporte, c'est un produit donc français maintenant, et il y a une chaîne qui s'appelle O Tacos qui reprend les codes de McDo. Et donc vous avez dans un plat toutes ces influences qui se sont mélangées. Alors, on termine notre rencontre avec la France d'après, dont vous parliez déjà dans l'archipel français longuement, hein, puisque je vous cite dans l'archipel, Jérôme, nous sommes entrés dans une nouvelle ère que l'on pourrait qualifier de post-chrétienne. L'effacement de l'empreinte chrétienne séculaire va bien au-delà de la pratique religieuse et touche tous les compartiments de la vie sociale et des pratiques humaines. Et là, dans le livre, vous dites la France d'après le catholicisme, où l'islam est devenu la deuxième et s'est installé et s'est imposé comme la deuxième religion française, mais qui connaît aussi, on va le voir, l'émergence d'un courant tout à fait passionnant qui est le courant évangélique, et puis un poids croissant des psys de toute nature, la recherche de nouveaux sens de la vie, hein, voire de nouvelles eschatologies, et puis le questionnement généralisé de grands systèmes de valeurs hérités des Lumières. Alors, on va voir deux graphiques, l'effondrement des baptêmes. Hein. On pourrait aussi d'ailleurs indiquer le nombre de mariages religieux qui tend aussi à s'effondrer. Je vous laisse commenter, Jérôme. Alors vous voyez, donc là c'est croisement de données de l'INSEE et puis de données de l'Église. Donc on rapporte le nombre de baptêmes. Bon, il y a des baptêmes d'adultes, mais l'essentiel c'est quand même de jeunes enfants. Et donc on calcule un taux, nombre de jeunes enfants baptisés. Et donc vous voyez que ça s'est maintenu jusque dans les années 90 à des taux très très élevés. Et puis, comme souvent, on a des moments, des effets de seuil qui sont franchis. C'est-à-dire qu'il y a des traditions qui se perdent, il y a des générations qui elles-mêmes n'étaient pas baptisées, qui arrivent à l'âge adulte. Et donc, une fois que commence à détricoter l'affaire, le phénomène va extrêmement rapidement. Et donc, vous voyez qu'entre 2000 et 2018, ça a été divisé par deux. Il n'y a plus qu'un quart de jeunes enfants qui sont aujourd'hui baptisés. Et le baptême, c'était pas l'acte le plus engageant, le plus impliquant dans la religion catholique. Ça commence par là, mais c'est pas l'assistance à la messe. Hein, Non, bien sûr, oui, oui. Donc même ça,
aujourd'hui, tout ça est en train de se déliter. Je ne veux pas vous coller, mais est-ce que vous avez cartographié ça pour montrer une hétérogénéité française ou Alors, une homogénéité au contraire? Alors, on n'a pas les. Là, on n'a que des stats au niveau national. Ouais. On voit qu'il y a une résistance Dans au l'Ouest catholicisme un peu plus marquée dans l'Ouest, et en Alsace, j'imagine. mais c'est même plus tellement D'accord. la carte de Siegfried. Celle du chanoine de Boulard. C'est plutôt une résistance dans les milieux relativement aisés. D'accord. Donc, il y a un point de résistance, par exemple, ici à Bordeaux. Il y a l'ouest de l'Île-de-France, les Yvelines ou autres, mais partout ailleurs, beaucoup de choses. Et on a les religions d'après ou les spiritualités d'après qui s'installent, et notamment à travers là, ce cette sont carte les, tout à fait passionnante. ce sont Les lieux de culte évangélique. les lieux de culte évangélique, hein, parce que dans l'archipel français, on avait déjà beaucoup parlé de l'islam, donc l'idée c'est pas de refaire le même livre à chaque fois. Et donc ça, on l'a pris comme une donnée. Et puis on a dit, mais voilà, il y a d'autres phénomènes, notamment l'essor de ces courants évangéliques. Donc il y a à peu près 2000 lieux de culte évangéliques aujourd'hui en France. Et comme on a parlé tout à l'heure de faits divers qui permettent de mettre un coup de projecteur, vous vous souvenez de un nouveau mot qui a fait son apparition dans la langue française, c'est le cluster. Le cluster numéro 1 en France, De Mulhouse. c'était le rassemblement évangélique à Mulhouse. 2000 personnes venant un peu de partout en France qui se réunissent dans un ancien centre commercial transformé. Donc voilà, on est dedans, hein. On est en France de Welbeck. Et donc, voilà, hors des radars, il y a ce phénomène qui se développe. Et puis, dans ce que Jean-Laurent appelle le mix spirituel, il y a d'autres influences, notamment le yoga. Oui, parce que on a, dans cette France d'après, qui se caractérise par un vide spirituel, hein, qui est la conséquence de ce que Jérôme appelle l'effondrement de la matrice catholique. En fait, ce vide spirituel peut être comblé ou pas. Certains vivent leur vie tranquillement sans cet appel, ce besoin de transcendance. D'autres le vivent assez mal. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher un petit peu sur un marché assez ouvert, assez libéralisé des croyances. Ils font leur petit marché et ils trouvent un petit peu ce qui leur correspond. Dans le cas de l'islam, on a surtout affaire à une transmission générationnelle, plutôt à ce qu'on appelle un revival en fait, hein, de religiosité. Autant culturel que cultuel. Voilà, de gens qui sont issus d'une tradition musulmane, même si leurs parents n'étaient pas forcément très pratiquants, même s'il y a aussi des conversions. Et on s'est intéressé à d'autres phénomènes spirituels et religieux un peu surprenants, tels le chamanisme, la sorcellerie, qui sont en fait des traditions, on pourrait dire New Age, hein, qui viennent par exemple d'Asie, sans qu'il y ait eu vraiment une migration particulière en France qui explique le boom en fait de ces croyances et de ces néo-traditions. Pourquoi? Parce que, alors, une fois encore, on va retrouver l'influence américaine, c'est-à-dire que dans le cas de l'ésotérisme, de manière générale, ces croyances ont été remises au goût du jour par la culture, la pop culture, le cinéma, les séries, les livres de développement personnel, souvent des Américains qui sont traduits, qui font des très très gros succès de librairie. Ce sont aussi des youtubeurs, c'est-à-dire des influenceurs sur Internet, qui popularisent et qui rajeunissent un petit peu ces croyances. Et dans le cas du yoga, on a affaire à une pratique qui n'est pas seulement spirituelle, en fait, qui est une pratique sportive, qui est une sorte de gymnastique. Je dirais une gymnastique avec un petit supplément d'âme, hein, contrairement à la culture fitness ou à la gym suédoise. Et c'est vrai grâce à l'IFOP, on a pu questionner les Français sur la pratique du yoga. On est sorti avec des chiffres que moi je trouve hallucinants, je crois que c'est 19% en moyenne de gens qui pratiquent au moins occasionnellement le yoga, dans tous les âges d'ailleurs. Le confinement a dû augmenter, non? Oui, bien sûr. Alors, c'est un public plutôt féminin, mais pas uniquement, qu'on trouve dans différents âges, plutôt dans les professions intermédiaires, diplômées. Et on voit que si vous voulez, ces phénomènes qui, il y a encore une vingtaine ou une trentaine d'années, étaient considérés comme peut-être amusants ou marginaux, en fait, se sont vraiment installés dans le pays, à la fois en tant que pratique et aussi en tant que secteur économique. Dans le cas du yoga, vous avez des ashrams en France, dans lesquels on peut pratiquer des retraites. Vous avez tout un circuit économique de la formation des profs, qui sont souvent des gens en reconversion, en fait. Et donc, vous avez quelque part, dans cette France d'après, une hybridation, encore une fois, religieuse, spirituelle, aussi sportive. Et il n'est plus très surprenant de parler Alors, j'ai été interviewé par une journaliste ce matin qui me parlait de quelqu'un qu'elle connaît, qui est ingénieur de formation et qui est en train de se reconvertir en chaman. Voilà. Donc, voilà, ça peut paraître... Et tout récemment, puisque c'est public, on peut le dire, dans le journal Sud-Ouest,
le maire de la deuxième commune de Gironde, Alain Ziani, maire de Mérignac, a non pas fait son coming out, mais il le dit, il emploie cette expression, indique qu'il est très proche du bouddhisme et qu'il a une démarche spirituelle personnelle au Tibet, enfin pas au Tibet, hein, parce que c'est pas possible, mais en Himalaya, au Népal, et qu'il est proche de Mathieu Ricard. Voilà. Alors, on termine parce que ça sera plutôt la France d'avant et la France de peut-être de demain. Je vous laisse commenter cette carte qui est l'Alsace. Alors, parce que dans votre livre, ça aboutit en conclusion sur la politique d'après quand les modes de vie influencent le vote. Hein. On retombe, j'allais dire, sur nos pieds politiques, là. Cette carte du département d'Alsace, où il y a donc deux départements, hein, de la région Alsace, excusez-moi, ex-région Alsace, je vais y arriver, le Bas-Rhin avec Strasbourg et le Haut-Rhin avec Colmar et Mulhouse. Jérôme, Oui. expliquez-nous ça. Alors, la conclusion, voilà, c'était, on se disait qu'on allait arriver dans une période électorale, et c'était un peu de dire, eh bien, après tout ce qu'on a raconté, quelles sont les traductions électorales de tout cela. Et donc, vous voyez bien qu'avec toutes ces transformations, c'était un peu illusoire de penser qu'on allait rester sur le vieux schéma gauche-droite. Et donc, on a aujourd'hui, alors tout ça n'est pas stabilisé, l'émergence de formations politiques nouvelles. Alors, certaines, le Front National, ça fait 40 ans que ça dure maintenant, mais dans le paysage, elles sont encore relativement nouvelles. On voit ce qui se passe du côté de La République En Marche. Jean-Laurent a parlé nouveau mix spirituel, et le courant écolo aussi s'inscrit dans tout cela. Et donc, ces nouvelles offres politiques s'enracinent ou s'ancrent dans ce paysage nouveau. Et donc là, on vous a pris l'exemple alsacien. On est aux élections européennes de 2019, et vous vous en souvenez, comme au deuxième tour de la présidentielle, il y a deux formations qui dominent ces élections européennes, le Rassemblement national d'un côté et En Marche de l'autre. Alors la carte étant bicolore, c'est le ratio entre ces deux forces. Plus on est dans les teintes bleu marine, plus le Rassemblement national domine En Marche, et plus on est orange, rouge, plus En Marche est devant. Jusqu'à un écart au-delà de 15 points. Voilà, donc c'est des écarts qui sont importants. Et donc vous voyez que les choses sont assez lisibles. On a une Alsace qui est une Alsace qui met En Marche en tête, qui est l'Alsace des villes. Au nord, vous avez la conurbation strasbourgeoise, vous avez Mulhouse. Mais c'est pas uniquement les villes. C'est aussi toute une diagonale qui descend. Et on vous a mis en hachure rouge. Alors pour ceux qui sont loin, Très intéressant. Hein. C'est la carte de la route des vins d'Alsace. Et donc, on retrouve notre carte Wikipédia. C'est vous êtes du bon côté de la barrière. Il y a des touristes, c'est joli. Il y a de l'économie. Le prix du mètre carré est élevé. Et dans ces coins-là, on vote plutôt Macron que Le Pen. Et puis, dès que je descends du coteau, je me rapproche de la plaine, les endroits, c'est un peu moins beau. Le Rassemblement national prend son... Où je remonte du côté des Vosges. Où je remonte du côté des Vosges. Hein, Voilà, les conditions sont compliquées. Hein. Autre point d'appui du macronisme, à l'extrême nord ou à l'extrême sud, les communes frontalières, où on a des gens qui vont travailler de l'autre côté, donc ils sont par nature très pro-européens, puis ils ont souvent des bons salaires, et donc les choses se passent bien pour eux. Et puis on a à côté de cette Alsace triple A, les villes et les cartes postales, on a l'Alsace de l'ombre, l'Alsace backstage. Alors en foncé, qu'est-ce qu'on retrouve? Les zones les plus rurales. Hein, vous voyez, on appelle toute l'Alsace bossue au nord. Ouais. Et puis, on a aussi, quelque part, la carte de la succession de la désindustrialisation, des vagues successives de désindustrialisation. Très clairement, là, l'effondrement du bassin de la Potasse. Alors, vous avez à l'est, en hachure, les hautes vallées dans les Vosges, qui, comme les Vosges, département des Vosges, c'était le textile, avec... ce qu'on disait tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe quand l'usine a fermé? Là-bas, c'est encore plus grave parce que ça structurait tout. Hein, on a construit l'usine au pied de l'eau de la rivière dans la vallée, et puis les cités ouvrières tout autour, et tout tournait autour de ça. Donc ça, dans les années 60, 70, 80, tout ça a été laminé, et le tourisme est assez difficile à promouvoir, donc ces endroits votent très fortement Rassemblement national. On a, à côté de Mulhouse, en vert, en hachure vert, une espèce d'enclave très bleu marine, voilà, qui est là. Et là, ça correspond quasiment à la commune près, au bassin potassique. Donc il y avait de la potasse qui était extraite, même sociologique dans les mines de charbon, avec un paternalisme, etc. Tout ça, ça s'arrête
milieu, fin des années 90, et beaucoup de gens se retrouvent le bec dans l'eau. Et puis, dernière petite zone bleu marine, encore un peu plus dégagée en diagonale vers le Rhin, c'est Fessenheim. Hein, c'est la troisième vague de désindustrialisation, c'est la France de l'atome, où taxes d'habitation gigantesques, des emplois, des piscines, des bases nautiques, etc. etc. Donc, toute cette sociologie qui vivait de l'atome, et un jour, on leur dit, bah, c'est fini, vous arrêtez. Et bien évidemment, Marine Le Pen va faire meeting à Fessenheim. Et donc, on a voilà, cette Alsace de l'ombre, cette Alsace qui est restée à quai, et puis une Alsace prospère, qui est Instagrammée, qui est visitée. On a dit que s'il y avait eu aussi des cas de Covid, il y avait le cluster initial de Mulhouse, mais il fallait bien que le virus aille de quelque part. La ville de Colmar est très fréquentée par les touristes chinois parce qu'il y a une émission de télé-réalité chinoise où il y a un mariage dans le vieux Colmar avec le colombage, les maisons à colombage, et depuis, il y a des navettes aériennes hallucinantes qui déversent des centaines de milliers de touristes chinois à Colmar. Et donc, Colmar bénéficie de la manne de la mondialisation quand, à quelques dizaines de kilomètres de là, les vieilles vallées vosgiennes, eux, c'est pas les touristes chinois qu'elles ont vu arriver, c'est le textile made in China qui a laminé ces territoires-là. Et là, dans votre carte, Jérôme, on voit bien Colmar voilà. met un avantage Voilà. à la République en marche par rapport au... Donc voilà, Ouais, donc ça c'est un exemple. Et puis on a travaillé aussi sur le cas de Paris, par exemple. Et on est en pointe, excusez-nous, mais vous allez nous rattraper dans quelques temps, sur le poids de la voiture dans les comportements électoraux. Hein, ces métropoles sans voiture. On arrêtera là-dessus. En 1990, il y a 50% de Parisiens qui ont encore une voiture, quand la moyenne nationale est à 75. Donc on est déjà en retard. Les derniers chiffres, c'est 85 au niveau national, donc gilet jaune, sans voiture, on peut rien faire. On est combien à Paris? 35%. Il y a 50 points d'écart aujourd'hui. Et donc, c'est d'autres sociologies, il y a d'autres préoccupations. Et même sur nos paysages, on se faisait la réflexion. Vous n'avez pas un éléphant bleu, un Noroto ou un feu vert dans Paris intramuros. Il reste 100 stations essence à Paris. Et vous vous souvenez peut-être du film Ciao Pantin. Coluche, il est pompiste. Ouais. Si on refaisait Ciao Pantin aujourd'hui, il ne serait pas pompiste parce que ce serait complètement incongru. Et donc tout ça change aussi. Livreur des Livreaux. Il serait livreur voilà, de Livreaux. Uberiste. Voilà, Uber Eats. voilà, tout à fait. Ben, merci. Alors, on va pas prendre de questions à la salle parce qu'il faut que Jérôme et Jean-Laurent puissent dédicacer. Ils vont aller au fond de la salle si vous souhaitez leur faire dédicacer votre livre. Là, on a montré, je crois, 16 cartes et graphiques. Et il y en a 10 fois plus dans le bouquin. Si vous voulez les connaître, vous achetez le bouquin, c'est simple. C'est le tacos, on a chargé. Voilà. Et puis, je ne voudrais pas laisser partir Jérôme, puisque je rappelle qu'il est directeur du département opinion politique à l'IFOP, sans que vous disiez un mot, Jérôme, de cette polémique que l'on voit naître là sur les instituts de sondage. Font-ils la vie politique française, etc., etc. Bon, on a la chance de vous avoir comme expert. Je vous demande pas de faire un plaidoyer pro domo, mais dites-nous un petit peu par rapport à ce qu'on peut entendre comme bruit de fond, quoi. Bon, en fait, c'est un bruit de fond qu'on entend à chaque élection. Alors, on pourrait être corrige, hein, c'est vrai qu'il y a énormément de sondages qui sont faits. Les sondages, s'ils sont faits, c'est qu'ils sont commandés par les médias. Et peut-être que si on critique, sans doute en partie à juste titre, le poids qu'ils ont pris, c'est aussi parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre en face. Hein. C'est-à-dire que les visions politiques, les projets, l'affrontement idéologique, tout ça un peu s'est évaporé. Alors, après, il y a un libre arbitre, bien évidemment, des électeurs. Je prends juste les écologistes. Tous les sondages donnaient Jadot très haut. C'est pas qu'on soit planté, parce qu'on n'avait pas la prétention de sonder les 100 000 participants à la primaire, mais Jadot, il avait une prime à la notoriété. Ça finit à 49-51. Les sympathisants verts, ils ont bien fait ce qu'ils ont voulu. Alors peut-être on dit, s'il n'y avait pas eu les sondages, Rousseau gagnait. Bon, peut-être. Et puis on verra ce que ça donnera pour la primaire fermée de la droite. Est-ce que c'est Bertrand qui aujourd'hui favorise les sondages, qui vient de se rallier à ce phénomène, qui sera élu? Moi, je m'avancerai pas là-dessus. Donc oui, les sondages occupent une place, mais il y a toute une économie médiatique aussi autour. Regardez ce qui se passe autour de Zemmour. Les médias, en gros, on les connaît. Les gens disent ça les embêtait de tartiner
pendant 6 mois sur le match Macron-Le Pen. Là, il y a une comète qui surgit. Alors, elle surgit pas de nulle part, hein. On a rappelé le grand remplacement, etc. Ça parle à des Français. Et puis donc, les sondages montent, mais il y a un peu un effet de bulle autoralisatrice. C'est-à-dire que quand il fait tous les 20 heures et toutes les matinales, bah, c'est normal que ça monte au bout d'un moment. Le phénomène s'auto-entretient. Donc, il faut remettre les sondages à leur place. Je pense que les électeurs sont suffisamment adultes. Et puis, il faut aussi interroger les partis politiques et les candidats qui ont placé ça au centre de leur procédure de décision. Et donc, Très officiellement. voilà. Et Très officiellement, oui. moi, au bout du bout, c'est quand même le vote, soit de l'adhérent, du sympathisant, ou de la participant à la primaire, ou du simple électeur, qui fera la décision. Et puis rappelez, je parle sous votre contrôle, Jérôme, que tout sondage a ce qu'on appelle un intervalle de confiance et que quand on donne un chiffre, eh bien les briefs des sondages le montrent très bien, mais on n'a pas le temps de Voilà. l'expliquer médiatiquement. Non, puis, Il peut y avoir un delta de plus ou moins Et puis 2,5. Et donc, si vous regardez, ça peut quand même inverser. et on est à 6 ou 7 mois. Et donc, il va se passer énormément de choses. Et donc, voilà. Et beaucoup de Français sont pas dans le match encore, hein, donc, Et puis c'est vrai que sondeurs, journalistes, nous, ça fait des mois qu'on est sur la présidentielle, mais la plupart des gens s'y intéresseront le plus tard possible, en fait. Exactement. Voilà. C'est là qu'on verra ce qui se passe. Merci à vous deux.